On écoute devant cette marée de drapeaux. Bonsoir Toulouse. Quand je me suis déclaré candidat à l'élection présidentielle, j'avais un espoir et une seule certitude. L'espoir, c'était de devenir le prochain chef de l'État. La certitude, c'était que si j'étais candidat, je viendrai clôturer ma campagne ici à Toulouse. Toulouse parce que c'est la ville rose, parce que c'est celle qui a été reconquise par la gauche et par Pierre Cohen. Toulouse aussi parce que c'est la ville fière, qui aime la castagne mais qui aime la victoire. Toulouse parce que c'est la ville d'accueil, là où les frontières s'estompent. Ici, quand on parle de l'Espagne, c'est avec considération, c'est avec amitié, c'est avec fraternité, et pas avec mépris ou condescendance. Toulouse aussi parce que c'est une ville souffrante, qui a été profondément marquée par le drame d'AZF, puis dernièrement par ces terribles meurtres, assassinats dans l'école juive où j'étais il y a peu. Oui, je dois aussi m'incliner, et c'est le sens de ma présence, envers ces familles atteintes dans leur chair par ces terribles meurtres. Mais je suis aussi ici parmi vous parce que je veux reprendre la boucle qui s'est un moment interrompue. Je viens ici, après François Mitterrand, dire aux Français que de nouveau, la gauche est là, prête à diriger le pays. Et que l'un des siens peut devenir le successeur de François Mitterrand. Lionel Jospin rappelait qu'ici, à Toulouse, François Mitterrand avait coutume de terminer ses campagnes électorales les plus prestigieuses. Et notamment, chacun a le souvenir de ce qui fut fait en 1988. Bon nombre y étaient déjà. Je ne suis pas superstitieux. Il ne suffit pas de faire un grand rassemblement à Toulouse pour gagner l'élection présidentielle. Mais c'est une condition. Je ne suis pas encore convaincu par les forces de l'esprit. Mais qui sait si aujourd'hui elles ne nous portent pas, elles aussi. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'à travers Toulouse, François Mitterrand s'adressait à l'ensemble du peuple français. Et il lui laissait la parole, quelques heures ou quelques jours avant le grand rendez-vous, le choix. Eh bien, nous sommes en 2012 à 3 jours d'un rendez-vous que nous nous étions donnés les uns les autres depuis de longs mois et qui arrive. Ce rendez-vous doit être celui de la victoire. Ce rendez-vous doit être celui de la confiance.
Ce rendez-vous doit être celui de l'espoir retrouvé. Ce rendez-vous, nous devons le faire partager par une majorité de nos concitoyens. Les conditions sont réunies. Nous avons gagné le premier tour, le 22 avril. Nous sommes sortis en tête. Nous avons laissé la droite derrière. Nous avons fait le meilleur résultat d'un candidat socialiste. Et je veux vous remercier déjà de ce premier effort. Il n'a été possible que parce que nous nous sommes rassemblés. Nous nous sommes rassemblés, les socialistes, à travers les primaires citoyennes. Et je veux ici saluer tous les candidats qui s'y étaient présentés. Ségolène Royal, qui fut notre candidate en 2007. Martine Aubry, notre première secrétaire. Arnaud Montebourg. Manuel Valls. Et Jean-Michel Baillet, qui a accepté de participer aussi à cette consultation. Mais ce premier rassemblement n'aurait pas suffi à lui seul. Il convenait d'y ajouter d'autres mouvements. Et je veux saluer ici la présence aussi de Robert Hue, de Jean-Pierre Chevènement et des écologistes qui viennent maintenant nous apporter leur concours. Et aussi, même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, les fronts de gauche sont avec nous. Et je veux saluer les décisions qui ont été prises dès le premier tour de nous apporter tous les suffrages, je dis bien tous les suffrages, pour permettre la victoire. Il y a ici aussi la présence de Lionel Jospin. Je ne serai pas aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle s'il ne m'avait pas permis, après notre victoire aux élections législatives en 1997, de devenir premier secrétaire. Je lui dois cette confiance, cette responsabilité. Il m'a associé à toutes les grandes décisions de son gouvernement. Un gouvernement qui a permis de grandes réformes pour le pays. Saluons-les, la couverture maladie universelle, l'allocation personnalisée à l'autonomie, les 35 heures et plus d'1 million d'emplois créés, les emplois jeunes et tant de réformes, la parité, le Pacs, qui font l'honneur de la gauche et de la République. Si je me suis donné un objectif, c'est bien sûr de devenir le prochain président pour la France, de permettre à la gauche de se situer à la hauteur de la France. Mais je me suis aussi, lorsque je me suis déclaré, fait ce vœu à moi-même. Si nous l'emportons, et nous l'emporterons, le 6 mai, je veux que ça efface le souvenir cruel du 21 avril 2002 et que nous écrivions enfin la page que nous aurions dû d'ailleurs déjà ouvrir cette année-là. Et puis je veux saluer la présence de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, le premier président socialiste du Sénat. Voilà que la droite nous en fait reproche. Nous aurions bientôt tous les pouvoirs. Nous contrôlons les collectivités locales par le suffrage.
nous ne nous sommes même pas installés par effraction. Nous avons la majorité au Sénat, mais nous n'avons pas encore la présidence de la République. Pas davantage la majorité à l'Assemblée nationale. Et quand bien même le suffrage universel nous aurait donné toutes ces responsabilités, et nous les réclamons, eh bien, nous en ferions le meilleur usage pour la République. Et loin de nous l'idée de tout capter, de tout contrôler, de tout préempter. Non, nous ne voulons pas le pouvoir pour nous-mêmes. Nous voulons le pouvoir pour le mettre au service du peuple français. Mes chers amis, nous sommes à 3 jours. Ça devient court et ça va me paraître très long. Nous avons toutes les conditions pour l'emporter et en même temps, rien n'est fait. Rien n'est acquis. Rien n'est conquis. Rien n'est décidé. Et nous avons devant nous encore tant d'inconnus qui doivent exiger une mobilisation sans retenue. Des indécis, encore trop nombreux. J'espère que le débat les aura convaincus. Ah, ce débat! Le candidat sortant, fondé sur lui tant d'espoir. Vous connaissez ses qualités de modestie, de retenue, de réserve. Il avait proclamé qu'il ne ferait en définitive qu'une bouchée de ce débat. J'ai peur qu'il soit resté sur sa faim. Au terme de notre rencontre, d'ailleurs, compte tenu de son déroulement, je me suis demandé, mais enfin je me suis retenu, s'il ne fallait pas en proposer un deuxième. Mais j'ai eu surtout une très grande fierté, celle de vous représenter, de lui dire bien en face ce que vous aviez sur le cœur depuis tant d'années. Après tant d'irrespect, tant d'injustice, tant d'incohérence, j'étais votre porte-parole le temps d'une soirée. Et il y avait tant à dire. Mais maintenant, c'est à vous de lui exprimer bien en face ce que vous avez à lui dire. C'est le 6 mai, c'est dimanche. Je vous demande de ne pas céder à la facilité, à la frivolité, à la naïveté
qui consiste à penser que parce que des enquêtes d'opinion depuis tant de mois nous annoncent victorieux, ce serait fait. Non! Tant que les Français n'ont pas voté, n'imaginez pas que la victoire est là. La victoire, vous allez la chercher. La victoire, vous allez la mériter. La victoire, vous allez la conquérir. La victoire, vous allez l'arracher des mains de la droite pour l'offrir au peuple tout entier. C'est vrai que le sentiment existe que la droite est à bout de souffle, à bout de nerfs, et pour tout dire, à bout de son parcours. Mais en même temps, prenez conscience qu'elle se mettra jusqu'au bout, en mouvement, en bataille, en combat, pour empêcher l'alternance. Elle utilisera les arguments de la peur, vous les avez entendus hier prononcés. Utiliser l'immigration, l'étranger, pour faire croire aux Français qu'ils seraient menacés dans leur identité, dans leur mode de vie, dans leur emploi. Eh bien non, nous refusons de mettre l'immigré, l'étranger au cœur de cette campagne. Et la République appliquera avec fermeté et dignité ces lois, sans qu'il soit besoin de montrer qui que ce soit comme un danger ou comme une menace. L'autre peur, à chaque fois instillée, c'est celle du vote des étrangers aux élections municipales. Avec ce raccourci qui a été commis hier, de laisser croire que les étrangers seraient des musulmans et que les musulmans seraient nécessairement des communautaristes. Et pourquoi donc? Aujourd'hui, dans la République, il y a des citoyens français qui sont de toute confession, et notamment musulmanes, et qui votent aux élections sans que jamais la question de communauté soit posée, et elle ne le sera jamais dans la République laïque que nous voulons. Et puis, il y a la peur du désordre, du chaos. Si la gauche arrivait, ce serait la situation de l'Espagne, pauvre Espagne, de la Grèce. Oh, il y a 31 ans, c'était la Pologne qui était regardée comme le risque principal. Mais il n'y aura rien de tout cela, parce que chaque fois que la gauche est venue aux responsabilités du pays, elle l'a redressé, elle l'a rééquilibré, elle l'a porté le pays. Quelle leçon la droite pourrait-elle nous faire? Le chômage est à un niveau record, les déficits se sont accumulés, la dette publique a progressé de 600 milliards d'euros, la croissance s'est éteinte, le commerce extérieur s'est déséquilibré, la fiscalité a progressé, nous avons fait la démonstration hier, et cette droite viendrait nous livrer des leçons de bonne gestion. Non. Le risque principal, ce n'est pas l'alternance. L'alternance, c'est une chance. Le risque principal, c'est que la droite puisse rester 5 ans de plus au pouvoir. Alors, le candidat sortant espère que la spéculation va se déchaîner. Mais les marchés ne bougent pas. Il les stimule comme il peut. Rien n'y fait.
La France emprunte sur les marchés pour sa propre dette à des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Et je ne doute pas qu'il en sera ainsi au lendemain de notre victoire. Parce que nous ne commencerons pas notre quinquennat en allant demander à nos partenaires européens de nous détourner de nos obligations de redressement de nos comptes publics, comme il l'a fait, lui, il y a 5 ans. Alors après les peurs, toujours les peurs, voilà que le candidat sortant avive les divisions qui peuvent traverser notre pays. Voilà qui invente le vrai travail. Comme s'il en existait un faux. Les vrais syndicalistes, par rapport à ceux qui appellent à voter pour nous, ils en ont bien le droit. Les vrais Français, par rapport aux faux. Mais qui serait vrai Français, qui serait faux et qui pourrait établir la division? Nous ici, rassemblés, nous aimons la France et nous lui disons, nous sommes la France. Et nous ne dénions à personne, quelle que soit sa sensibilité politique, quelles que soient ses convictions, d'être français comme nous autres, à égalité de droits et de devoirs. Il n'y a pas deux France qui s'affrontent dans cette campagne présidentielle, non. Il y a une France qui va choisir son destin et au lendemain de l'élection présidentielle, le chef d'État qui sera choisi aura à rassembler la France tout entière et à être digne de la confiance qui lui sera donnée. La valeur travail, mais elle appartient à toute la nation. Le travail, il doit être considéré, respecté, valorisé, rémunéré. Pour nous, la valeur travail, elle est sacrée, parce que nous avons posé depuis si longtemps, par la lutte syndicale, par la lutte politique, le droit au travail pour tous. Le patriotisme, il est une valeur également commune. Il n'y a pas ici des patriotes plus zélés que d'autres, ou plus timides que d'autres. Il n'y a que des Français attachés à l'avenir de leur nation. Quant aux frontières que l'on voudrait de nouveau installer dans les débats publics, nous sommes conscients des frontières géographiques, des frontières politiques. Elles existent, elles doivent être défendues. Frontières nationales, frontières européennes. Mais ce n'est pas la droite qui a participé à la mondialisation libérale, à l'Europe de la concurrence, à l'ouverture des marchés qui viendrait nous faire la leçon. Si les frontières se sont effacées, c'est parce que la droite, précisément, a voulu la libre circulation des marchandises, des produits financiers, tout en empêchant la libre circulation des personnes. Mais si des frontières doivent être rétablies, elles doivent être aussi sur le plan moral. La frontière, elle doit être posée entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. La frontière, elle doit être placée entre l'argent et la politique. La frontière, elle doit être posée strictement entre les valeurs de la République et les valeurs de ceux qui mettent en cause la République. Et moi, ce que je vous propose, c'est une nouvelle frontière. Une frontière politique, sociale, écologique, économique, où nous avancions toujours pour repousser l'injustice, pour conquérir de nouveaux droits et de nouvelles libertés. Voilà les frontières qu'il faut déplacer. Voilà l'espérance qu'il faut créer. Voilà le changement que je vous propose. C'est le sens du redressement de la justice, du rassemblement pour la jeunesse, autour de cette belle cause qui est d'offrir à la génération qui vient un avenir meilleur que le nôtre. Mais nous avons aussi, dans cette élection présidentielle française, à regarder au-delà de notre frontière.
Jamais un scrutin national n'a eu autant d'importance pour l'ensemble de notre continent européen. Partout, nous sommes attendus, espérés. Regardez, je veux saluer ici les amis espagnols, portugais, comme lorsque j'étais à Lille avec Martine Aubry, les amis belges, néerlandais. Et je n'oublie pas les amis allemands qui nous espèrent aussi, qui nous attendent, parce qu'ils veulent une autre Europe, une Europe de la croissance, une Europe de l'emploi, une Europe de l'industrie, une Europe de la recherche, une Europe de la culture. Alors, depuis que nous sommes partis en campagne sur la réorientation de la construction européenne, nous avons progressivement fait bouger les lignes. Au début, le scepticisme était grand lorsque nous disions que nous voulions renégocier le pacte budgétaire et y ajouter un pacte de croissance. Mais, allez savoir pourquoi, à mesure que les sondages annonçaient notre victoire, voilà que les esprits commençaient à s'ouvrir, que les consciences s'éclairaient. Et aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration d'un responsable européen sans qu'il revienne sur l'objectif de croissance. C'est bien. Même Madame Merkel, ne dites rien sur elle. Nous aurons à travailler sous peu avec elle. Même Madame Merkel commence à dire qu'elle est aussi pour la croissance. Ça tombe bien. Le président de la Banque centrale européenne, qui n'est pas parmi nos amis, lui aussi il veut un pacte de croissance. Eh bien, le devoir qui est le nôtre, la responsabilité qui est la mienne, c'est que la victoire du 6 mai soit ressentie partout en Europe comme un moment d'espoir, comme un moment de confiance, de redressement possible. Je reçois des messages de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, d'Italie, partout, où ils nous disent surtout ne laissez pas passer votre chance, vous, peuple français, permettez l'alternance, pas simplement en France, mais dans toute l'Europe. Nous avons un devoir de victoire. Et on nous dit que nous serions isolés, mais qu'il est aujourd'hui en Europe, qu'il est le candidat que je suis ou le candidat sortant, qu'il est d'ailleurs le plus isolé en France, le candidat que je suis, qui reçoit les appels des candidats de gauche, ou le candidat de droite qui ne reçoit aucun soutien de nulle part. Car quand même, être candidat sortant, avoir écarté toutes les autres candidatures de droite et se retrouver au second tour sans même un appel à un désistement pour lui, après tout ce qu'il fait pour courir après l'une ou l'autre, c'est quand même des efforts qui ne sont pas récompensés. Mais il y a une justice. Quand on a été un président de l'échec, on ne peut pas être un candidat de l'espoir. Mes chers amis, j'achève la campagne ici à Toulouse. Je veux rappeler les lieux et les visages que j'ai rencontrés tout au long de ces derniers mois. Une campagne présidentielle, ce ne sont pas simplement des propositions ou des mesures, c'est aussi des témoignages, des révélations, des rencontres. Je suis parti de Corrèze, département qui m'a accordé son soutien constant depuis tant d'années. Je suis allé à Florange, en Moselle, soutenir les salariés d'Arcelor, Mittal, qui luttent là encore pour préserver leur outil de travail. Je suis allé à Boulogne-sur-Mer rencontrer
les métiers de la pêche durement éprouvés. Je suis allé à Laval rencontrer des producteurs de lait, des agriculteurs qui souffrent, et également de prix qui ne rémunèrent plus leur travail. Je suis allé à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, rencontrer les travailleurs de Peugeot qui s'inquiètent pour l'avenir de leur site. Je suis allé à Marseille rencontrer les salariés de Fralib qui luttent également pour leur entreprise et leur emploi. Je suis allé à Vaux-en-Velin, à Clichy-sous-Bois, rencontrer les quartiers, les jeunes de ces quartiers, où ils sont 40% au chômage et où dans des immeubles, il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau chaude. Voilà la France, aujourd'hui, telle qu'elle est, que j'ai rencontrée. Je suis allé en Outre-mer, voir des territoires qui souffrent eux aussi de l'abandon de l'État, où le chômage des jeunes atteint 60% en Guyane, à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. Et on pense que ça sera sans conséquence. Il y a péril, il y a menace. Et j'ai rencontré aussi tant d'hommes et de femmes qui m'ont livré leur désespoir ou leur exigence. D'abord, tous les métiers de l'éducation nationale qui attendent une autre politique, qui ont été atteints dans leur honneur à travers ces suppressions de postes, à travers la mise en cause de la formation des enseignants, la destruction des RASED, des réseaux d'aide aux enfants les plus en difficulté. J'ai rencontré les personnels de santé, les infirmières, les aides-soignantes qui attendent une nouvelle politique hospitalière. J'ai vu des salariés qui n'ont pas eu pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy le moindre coup de pouce pour leur SMIC. J'ai vu des chefs d'entreprise valeureux qui s'inquiètent de ne pouvoir plus accéder au crédit faute d'un système bancaire qui n'a pas été réformé. J'ai vu des personnes discriminées à l'embauche, au logement, parce qu'ils n'ont pas la couleur de peau ou le quartier qui convient. J'ai été interpellé par des personnes handicapées qui demandent, là encore, dignité et égalité. Et enfin, il n'y a pas eu de lieu où je ne me sois rendu sans que la jeunesse vienne vers moi et me demande de prendre la place qui lui revient. Oui, une campagne présidentielle, ce n'est pas simplement un projet, c'est aussi une compréhension, c'est aussi une attention, c'est aussi une bienveillance, une relation qui s'établit entre le candidat et le peuple lui-même. J'avais dit au début de ma campagne que j'aimais les gens quand d'autres préféraient l'argent. Eh bien, j'aime encore davantage, après cette campagne, les Français, et je suis toujours aussi méfiant à l'égard de l'argent. Mes chers amis, cette campagne s'achève. Une décision grave va être prise par le peuple français. Il est possible qu'il nous choisisse. Il est possible aussi qu'il renonce à le faire. Ça dépendra de vous. Mais s'il décidait de nous choisir, nous avons à ce moment-là, nous aurons à ce moment-là l'immense responsabilité de réussir. Je n'ai rien proposé que je ne sois capable de tenir. Je n'ai rien promis que je ne pourrais respecter. Parce que j'ai entendu votre cri, votre appel. Gauche française, ne nous décevez pas. Réussissez. Redressez le pays. Mettez de la justice. Offrez à la jeunesse un avenir meilleur.
Ça sera dur de réussir. Les problèmes ne vont pas disparaître avec le candidat sortant, si seulement il pouvait emmener les problèmes avec lui. Même si, j'en conviens, il est le premier problème. Nous aurons à faire des réformes courageuses. Réforme fiscale, réforme bancaire, réforme territoriale, réforme pour soutenir la production. Oui, il nous faudra faire un effort, mais il sera fait dans la justice. Nous aurons à maîtriser notre dette, réduire nos déficits, mais nous le ferons en appelant à la contribution des plus favorisés, les plus fortunés, et nous supprimerons la TVA, soi-disant sociale, et qui, en définitive, ne vise qu'à prélever davantage sur les consommateurs. Nous aurons à redonner confiance, confiance dans l'action de l'État, confiance dans la politique, confiance dans l'avenir. Nous aurons à réorienter l'Europe, tout ça sera long. Et j'aurai besoin, là, de tous les appuis des forces vives du pays. Parce que l'enjeu, il n'est pas simplement national, européen, il est aussi international. Des décisions lourdes nous attendent. La première, de retirer nos troupes d'Afghanistan à la fin de l'année 2012. La seconde, de continuer à faire pression sur l'Iran pour qu'elle n'accède pas à l'arme nucléaire. Poursuivre la lutte implacable contre les dictateurs, et notamment en Syrie. Éviter le terrorisme dans la zone Sahel de l'Afrique. Lutter contre le réchauffement climatique. Développer nos relations avec l'Afrique avec le souci de la lutte contre la corruption et l'engagement qui doit être le nôtre de porter la démocratie partout où elle est attendue. Engager une autre relation avec la Méditerranée et notamment avec les pays du printemps arabe. Voilà tout ce que nous aurons à faire, mais d'ici là, nous devons gagner. 3 jours. 3 jours pour 5 ans. 3 jours d'efforts pour 5 ans de réussite. J'aurai besoin de toutes les forces de la France, les élus de la République que je respecte, les partenaires sociaux que je considère indispensables à la mobilisation du pays, les associations, les engagements civiques qui sont la base même de la République. J'aurai besoin de toutes les forces de la jeunesse sans lesquelles rien ne sera possible. Mais également des forces du travail, les forces de l'intelligence, les forces de la recherche, de la culture. Et ici, à Toulouse, ville d'avenir, ville inventive, ville de recherche, plus qu'ailleurs, je veux m'adresser à vous. Nous avons besoin de considérer nos chercheurs, nos créateurs, comme une chance, comme une fierté pour notre pays, comme les conditions mêmes de notre avenir. Comment peut-on accepter de la France d'aujourd'hui qu'un trader soit mieux payé qu'un chercheur, qu'un spéculateur gagne plus qu'un entrepreneur? Nous avons ici en France les meilleures conditions pour la recherche, des prix Nobel, des écoles reconnues dans tout domaine. Nous avons une culture qui fait, là encore, notre honneur, une culture vivante, une culture ouverte. Eh bien, je me battrai, si je deviens le prochain président de la République, pour que la culture soit une grande priorité, le projet qui nous unira. Chaque enfant de France a droit à la beauté, à l'art,
aux œuvres de l'esprit. Chers amis, le temps de l'alternance est venu. Nous attendons depuis si longtemps ce moment. 10 ans qu'il n'y a pas eu la gauche au pouvoir. 17 ans qu'il n'y a pas eu un président de gauche à la responsabilité du pays. Pendant toutes ces années, les plus humbles ont subi le poids de l'injustice. Pendant toutes ces années, les plus modestes ont été appelés au sacrifice quand les plus privilégiés ont été protégés. Pendant toutes ces années, l'argent a été sacré et les fortunes consacrées. Pendant toutes ces années, la mondialisation libérale s'est déployée. La finance s'est renforcée, l'Europe s'est affaiblie. Pendant toutes ces années, 10 ans, 17 ans, la promesse républicaine a été suspendue. Les services publics ont reculé. Les inégalités se sont creusées. Mais pendant toutes ces années, 10 ans, nous avons progressivement bâti une espérance. Nous avons lutté, nous avons combattu, nous avons conquis, collectivités locales, majorité au Sénat. Pendant toutes ces années, 10 ans, nous avons préparé un projet, il est là. Voilà, 10 ans d'efforts, 10 ans de reconstruction, 10 ans de bataille, 10 ans d'attente insupportable. Et nous sommes à 3 jours. 3 jours pour parvenir à ce que ces décennies-là se terminent par une grande victoire, par une belle victoire. La victoire, je la sens venir. La victoire, je la vois. La victoire, elle arrive. La victoire, elle est à portée de main, la vôtre. La main de chaque citoyen qui prendra le bulletin de vote. Je ne vous dis pas lequel. Et qui, à partir de ce vote-là, permettra le changement. Rien n'est jamais donné. L'alternance est toujours une conquête. C'est aussi un élargissement. Nous devons nous adresser par-delà ce que nous sommes ici, aux citoyens de France qui ont une certaine idée de la France, à celles et ceux qui partagent des valeurs d'humanisme, à ces concitoyens libres de toute appartenance et qui, à un moment, décident en conscience de confier à la gauche la responsabilité de leur destin. Nous devons nous adresser à une nouvelle génération qui est là, qui se lève et qui va, je l'espère, de tout mon cœur, connaître, elle aussi, le bonheur de l'alternance, le bonheur du changement. Je vous appelle à ce rassemblement large, à cette mobilisation profonde, pour que dimanche, à peu près à la même heure, je regarde laquelle, oui, à peu près à cette heure-là, nous saurons le visage, le nom du prochain président de la République. Nous saurons alors si la France reprend sa marche vers le progrès, vers la justice, vers l'égalité des chances, vers le respect des autres. À Toulouse, je voulais à la fois lancer un appel et vous faire une promesse. L'appel, c'est à vous mobiliser comme si vous étiez vous-même candidat à l'élection présidentielle.
La promesse de Toulouse, c'est que si les Français m'accordent leur confiance, le président que je serai ressemblera au candidat que je suis. Candidat respectueux, candidat rassembleur, candidat normal pour une présidence normale au service de la République. Je veux que notre victoire soit belle, soit grande. Je veux que ce soit une victoire sans rancune, sans rancœur, sans revanche. Une victoire qui nous élève, une victoire qui nous redresse, une victoire qui nous renforce, une victoire de la confiance, du bonheur, de la fierté. Je veux une victoire qui permette de réunir, de réconcilier, de rassembler. Je veux que dans 3 jours, lorsque vous vous rassemblerez ici, je l'espère, sur cette place, parce que vous aurez appris le nom du prochain président de la République, je veux que vous vous disiez, nous avons gagné, oui. Nous avons gagné pour le progrès, pour la justice, pour la jeunesse. Nous avons gagné pour la dignité. Mais nous avons fait mieux que cela. Nous allons gagner pour la République. Nous allons gagner pour la France. Nous allons gagner pour la belle idée que nous nous faisons de l'humanité. Nous allons gagner pour que même ceux qui n'auront pas voté pour nous, le 6 mai, puissent se dire qu'en définitive, c'est nous qui portons l'espérance. Je suis ici devant vous, 31 ans après François Mitterrand. Je veux que, ici, les femmes et les hommes qui ont connu ce moment puissent se dire qu'ils n'ont pas connu ce seul moment. Et que ce n'était pas une exception, la victoire de François Mitterrand. C'était l'annonce qu'il y aurait d'autres alternances, que la marche serait poursuivie, que la boucle serait bouclée, et qu'un autre après lui, et un autre encore après, prendrait la responsabilité du pays. Je veux que ceux et celles qui n'ont pas connu le 10 mai puissent garder dans leur mémoire longtemps le 6 mai 2012. Voilà, c'est le contrat de génération que je vous propose. Que celles et ceux qui ont connu François Mitterrand, que celles et ceux qui ne l'ont pas connu et qui portent ma candidature se retrouvent ensemble pour permettre l'alternance, pour permettre le changement, pour permettre à la France d'avancer. Et que chacune et chacun se dise qu'il a participé à l'histoire de la gauche sûrement, à l'histoire de la République assurément, à l'histoire de la France volontairement. Voilà ce que nous avons à faire. Merci à tous. Merci Toulouse. Vive la République et vive la France.
Voilà, meeting de François Hollande à Toulouse. Jean-Marc Lèche, voilà, qui commente évidemment en live ce meeting, j'allais dire un passage obligé traditionnel pour les candidats socialistes qui sont en campagne, Lionel Jospin, Ségolène Royal et évidemment François Mitterrand. La place du Capitole était pleine. 30 000 personnes, peut-être, un peu plus. Vous l'avez suivi en direct sur les chaînes parlementaires. 3 invités sont avec moi, alors 2 qui sont des piliers parce qu'ils sont avec moi depuis 18h. Judith Vintrop pour le Figaro, je vous salue. Et en bon état. Denis Jambard, je vous salue, journaliste, éditorialiste sur notre chaîne, écrivain. Et puis je vous présente Jean-Marc Lèche. Merci de nous avoir rejoints pour prolonger cette soirée des meetings, cofondateur de l'Institut Ipsos, fin observateur de notre vie politique. On va décrypter, parce que c'est un peu la tradition, chaque meeting est décrypté. On va réécouter des extraits pour ceux qui nous rejoindraient sur la chaîne parlementaire. Mais d'abord, il s'est passé un événement important, il y a presque 2 heures maintenant. Il y avait cette conférence de presse de François Bayrou, le patron du MoDem, qui devait annoncer, ou pas d'ailleurs, eh bien, pour qui son cœur balançait. Écoutez, il s'est passé un événement important, rue de l'Université, au siège du MoDem. Écoutez François Bayrou, puis j'aimerais bien vous entendre après cette déclaration solennelle. Écoutez-le. Je ne veux pas voter blanc. Cela serait de l'indécision. Et dans ces circonstances, l'indécision est impossible. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. Il s'est prononcé de manière claire, s'il vous plaît. François Hollande s'est prononcé de manière claire sur la moralisation de la vie publique dans notre pays. Il aura fort à faire. Il aura fort à faire. Jean-Marc Lèche, qu'est-ce que vous inspire cette déclaration solennelle comme ça, très martiale? L'intérêt des démocrates chrétiens, c'est que c'est tout le temps des Mickey qui sont à confesse. Et donc là, tout d'un coup, il essaye d'expliquer comment il a décidé de faire autre chose. Alors, que fait-il? Il précède son électorat. Vous pensez? Il a probablement anticipé le fait que son électorat n'a pas aimé le discours, enfin le débat d'hier soir, côté Sarkozy, et donc il veut les emmener vers autre chose. Je ne pense pas que ce soit... Bayrou, c'est quand même... J'entendais les rumeurs avant qu'il déclare les choses. Oui, ça bruissait, oui. Les curés, les catholiques, ça raconte toujours des cochonneries. Non, mais c'est pas quelque chose qui est inimaginable. Vous êtes en direct sur LCP, vous qui nous rejoignez. Donc ils y vont. De toute façon, après, ils achètent la confession, donc c'est assez facile. Et donc là, la séparation de l'Église et de l'État. Ici, on est du côté de l'État. Au-delà de la laissé métaphore, anticiper le fait qu'il allait faire ça. Il fait ça parce qu'il veut précéder sa troupe. Il veut emmener son électorat quelque part. Parce qu'il veut participer de l'idée qu'il est dans la victoire et pas dans l'échec. Vous êtes d'accord avec cette idée-là, ou alors c'est un homme seul, un peu isolé, qui finalement comme ça s'est livré à l'occasion de cette conférence de presse? Seul courtisé au Figaro, c'est vrai. Moi, je crois qu'il fait le pari d'un double échec. L'échec de Nicolas Sarkozy, et effectivement, de ce point de vue-là, Jean-Marc Lèche a raison, il ne veut pas être dans le camp des perdants. J'ajoute que dans son électorat, y compris dans la partie qui dit qu'elle va voter Hollande, c'est-à-dire à peu près un tiers, rien n'a bougé entre avant le débat et après le débat, et que cette partie-là n'est pas forcément une partie socialiste. Ça me paraîtrait très abusif de lui coller cette étiquette. En tout cas, c'est une partie qui rejette absolument Nicolas Sarkozy. Donc, pari sur un double échec, échec de Sarkozy, mais aussi échec de Hollande, pour lequel il appelle à voter en disant que son projet, qui n'est pas soutenable, comme il l'a répété tout au long de sa campagne, je parle de François Bayrou, va finir par exploser sur le mur des réalités. François Fillon dit que c'est la vie d'un homme seul, je le cite, c'est ce qu'a dit François Fillon, il a réagi. Oui, peut-être, mais enfin, on verra si son électorat le suit, comme dit Jean-Marc, il connaît bien ça. Mais il est en train d'inventer un rôle nouveau dans la vie politique qu'on n'avait peut-être pas vu depuis le Pierre Mendès France de 45-46, le rôle de Cassandre, c'est-à-dire l'homme seul qui prédit les catastrophes. Donc, de ce point de vue, d'ailleurs, on peut dire qu'il a les fondations de 2007, puisqu'il avait prédit la dette, le déficit. Et aujourd'hui, il nous prédit l'échec de François Hollande, tout en disant, écoutez, je serai l'homme providentiel. Alors, peut-être gouvernera-t-il 7 mois, d'ailleurs, comme Mendes. Alors, écoutez les réactions. On a des réactions à chaud, juste pour entendre ce que disent les tout proches de François Bayrou, parce que c'est intéressant d'entendre. Il y avait une diversité au sein du MoDem. Il y avait des anciens écologistes. Écoutez ce qu'ils disent au micro de Thomas Soulier.
Il a fait quelque chose qui est historique, qui est une nouvelle étape de notre vie politique, probablement le début d'une façon de vivre le centre comme étant quelque chose qui va dans le sens d'une union nationale et qui en même temps tient compte du suffrage des Français, puisque les Français ont choisi, je dirais quasiment, sans pour autant ne pas respecter le jeu démocratique, je crois qu'on peut dire qu'ils ont déjà choisi François Hollande. Il y a une rupture de valeurs manifeste, une rupture historique sans doute avec une grande partie de la droite et puis une rupture historique avec ce que sont nos valeurs et ce qu'on a porté dans cette campagne. Et donc dans ce moment à la fois de crise, de rupture sans doute de valeurs et de crise générale, économique et sociale actuelle et à venir, François Bayrou ne se voyait pas ne pas prendre de position et ne pas donner son sentiment personnel. C'est ce qu'il a fait ce soir et je crois qu'il a eu raison de le faire. Juste un tout petit mot, parce qu'évidemment, il faut qu'on se projette sur ce meeting de Toulouse, mais Union nationale, ça sonne comment à vos oreilles? Parce que c'est ce qu'il a dit finalement, hein. Soit cette Union nationale. Il est dans la ligne de tout ce qu'il a défendu au cours de sa campagne de premier tour. Il n'utilisait pas le mot Union nationale, mais il voulait rassembler des deux côtés. Peut-être même l'a-t-il utilisé. Mais bon, on a regardé, on a commenté un peu en souriant au début, mais tout de même, moi, je trouve que c'est un acte de conviction, c'est un acte de courage, ça change quand même un peu des habitudes politiques pendant les périodes électorales. C'est très dangereux. C'est peut-être le début de la disparition totale du centre dans la vie politique française. Pas sûr. Pas sûr, mais le contraire n'est pas Le sûr non centre, plus. c'est un machin qui remarche. Non, je pense Non, pas Jean-Marc, ça. dites-nous, parce que est-ce qu'il prend un risque là ce soir, avant de nous tourner vers François Hollande, mais est-ce que quelque part il s'isole politiquement ce soir, Non, il François précède Bayrou? un peu les siens. Alors, Ouais. ce qui est intéressant dans ce que vous avez montré, c'est qu'il n'y a pas évidemment d'élus. De toute façon, les élus, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait le type qui a la casquette. Député européen quand même. Jean Lassalle, avec son béret. Enfin, il Ça, avait, c'est à l'Assemblée. Robert Rochefort est député européen. Mais Robert Rochefort, c'est un sociologue, donc il sait bien qui va gagner. Du reste, il a dit que c'était inscrit dans les chiffres. Donc, à mon avis, c'est pas comme ça que ça va jouer. La question de l'union nationale est une question complexe parce que les Français ne sont pas pour. Les Français étaient pour l'union nationale dans des périodes de guerre, dans des périodes dans lesquelles la majorité silencieuse avait peur de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, l'élection se structure sur l'union contre Sarkozy. Donc l'union contre Sarkozy n'est pas l'union nationale, c'est pas ça. Ce que Bayrou fait, c'est qu'il essaye de faire 2 pas de plus en avant, c'est tout. Alors, est-ce que c'est risqué? Ma réponse est oui, il suffit de regarder son score de la présidentielle dans sa circonscription pour penser que il faut vraiment qu'il revienne. Pour Le gagner. Béarn, c'est important, ce sera important effectivement. Ouais. Et on verra d'ailleurs s'il y a un geste du Parti socialiste à ce moment-là ou s'ils le font battre. Alors oui, absolument, parce que cette question, d'ailleurs, la question de La Pau question est appartient probablement à la Juppé. la circonscription de Pau et le canton à Pau. Pas au Parti Socialiste, parce qu'alors là, Qui avait permis, ça qui serait avait vraiment donné un espace. ça serait vraiment d'une ingratitude crasse. Alors, un dernier mot sur François Bayrou, parce que j'aimerais qu'on entende des extraits. Vous vouliez rajouter quelque chose Je lisais la réaction sur Twitter là, de Claude Goasguen qui disait « Je suis triste de voir François Bayrou finir comme Michel Jobert. La comparaison ne me paraît pas si mauvaise, y compris dans ce qu'il y a de sincérité, dans ce qu'il y avait de sincérité dans les engagements de Michel Jobert et de qualité. Jobert avait fini ministre de François Mitterrand. Ce absolument. qui ne sera pas le cas de François Bayrou avec... De toute façon, il visait plus haut, François Bayrou. Alors, il y a un risque personnel pour Oui, bien sûr. Bayrou. Par ailleurs, l'électorat centriste, il existe. Moi, je théorise toujours que la politique française, au fond, ne bouge pas beaucoup depuis tant et tant et tant d'années. On s'est beaucoup esbaudi sur le score potentiel à un moment donné de Mélenchon. Mais quand vous regardiez les élections depuis 25 ans, vous avez cet espace à la gauche du Parti socialiste qui fait toujours entre 10 et 15%. Son talent a été de les réunir. De la même manière, vous avez un espace centriste qui, en fonction du climat du moment, fait entre 8 et 18%. Voilà. Cet espace centriste... Ou gagne quand Giscard est là pour la garder. gagne quand Giscard est là, en effet, pour l'emporter. Moi, j'aime bien le carnet du jour du Figaro. Ça fait très longtemps que je lis le carnet du jour du Figaro. Là, on a eu aujourd'hui un avis de naissance, qui est vraiment celui que Hollande a installé, et puis un avis de décès, qui est celui que Sarkozy a donné depuis Toulon. Donc on est entre un avis de naissance et un avis de décès. Je crois que, et on le dit en direct, puisqu'on a vu le meeting de Nicolas Sarkozy, et là, effectivement, on se prolonge sur le meeting de François Hollande. J'aimerais vous faire entendre, pour ceux qui nous rejoignent, un extrait. Alors, il y a plusieurs passages importants. Un premier, ça va vous intéresser, Jean-Marc Lèche, parce que vous êtes exprimé sur le débat d'hier soir. Vous allez voir, François Hollande est revenu sur ce débat, reprenant à la fois des arguments et remettant finalement en perspective et expliquant à ceux qui étaient devant lui, place du Capitole, ce qu'il avait réellement fait sur ce plateau de télévision devant près de 20 millions de Français. Regardez et écoutez. Nous avons toutes les conditions
pour l'emporter. Et en même temps, rien n'est fait. Rien n'est acquis. Rien n'est conquis. Rien n'est décidé. Et nous avons devant nous encore tant d'inconnus qui doivent exiger une mobilisation sans retenue. Des indécis, encore trop nombreux. J'espère que le débat les aura convaincus. Ah, ce débat! Ah, ce débat, ça se termine sur cette espèce de voix comme ça, un peu granuleuse, qu'a cultivé François Hollande tout au long de ses meetings. Vous l'avez trouvé comment, à la fois ce débat et la façon dont il traite Il est totalement gagné par François Hollande. Il est passé de la caricature au personnage. Donc il a transgressé ce qui était dit de lui. Gauche molle, plouc, con... Sa marionnette des Guignols, quoi. Débile, machin, oui, tout ce qu'on veut. Donc il a transgressé ça pour devenir un personnage. Donc il est passé de la caricature au personnage, et dans le même moment, notre ami Sarkozy lui-même se caricaturait au maximum par rapport au personnage qu'il avait été avant. Donc on a croisé directement le personnage et la caricature. Oui, dans la communication non verbale, vous êtes d'accord avec cette analyse de Jean-Marc? Je n'utilise pas toujours les mêmes mots que Jean-Marc pour raconter la politique, mais je le rejoins, et je crois que ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs avec Judith aussi, correspond à peu près à ce que Jean-Marc vient de dire. Vous êtes d'accord avec cette idée finalement que on a le sentiment que François Hollande, dans ce débat qui était évidemment sous haute tension, il est rentré dans un costume, dans un personnage, qu'il a pris une sorte de hauteur, qu'il n'a peut-être pas réussi à prendre Nicolas Sarkozy. La littérature classique rentre en toi-même octave et devient ce que tu es. Vous êtes d'accord avec cette jolie phrase et cette analyse? Oui, elle est... il a meumé François Hollande hier soir. Oui, mais enfin... Non, mais pas simplement hier soir, ça fait quand même des mois. De façon un petit peu prosaïque, j'aurais tendance à dire que la certitude de la victoire se confirmant de jour en jour, ça vous aide à rentrer dans le personnage. Et c'est surtout ça qu'on sentait hier soir. C'était la peur de la défaite chez Nicolas Sarkozy qui expliquait cette nervosité physique que vous décrivez si élégamment et la tranquille assurance nouvellement acquise par François Hollande. Je ne pense pas que ça soit nouvellement acquis. Je pense que c'est le fruit d'un long processus dans lequel il s'est lancé, auquel il a énormément réfléchi en réalité dès la fin du congrès de Reims. Il a vraiment construit son histoire, il a réfléchi à la situation politique. Je pense qu'il a un sens aigu. Il parlait de la certitude de gagner. Oui. Qui ne pouvait pas être la sienne quand Strauss-Kahn était encore le favori. Mais il avait la certitude de gagner. Il se trouve que moi, je l'ai suivi de très très près puisque j'ai réalisé une documentaire biographique qui sera diffusé après les résultats, s'il est élu président, naturellement. Mais j'ai été frappé précisément de cette évolution. Et je crois d'ailleurs, il faut voir ce que Valérie Trierweiler a raconté récemment. Sa compagne. Sa compagne. Elle a dit qu'il lui avait posé la question au début de l'année 2009. Et elle lui a dit, mais pour ça, il faut être le meilleur. Et il a répondu, je suis le meilleur. Et je pense que cet homme normal, son grain de folie, si j'ose dire, c'est la certitude qu'il était le meilleur dans ce moment précis. Mais Denis Jean-Bart, c'est décalé par rapport à l'image que certains médias et que lui d'ailleurs s'est donné. Mais c'est en ça que c'est un personnage tout à fait passionnant, parce qu'il y a cette normalité et puis il y a cette ambition exceptionnelle qui ne cadre pas avec la normalité du personnage et qui fait qu'il est, à mon avis, un futur président s'il est élu, très différent de tous ses prédécesseurs. Jusqu'à présent, nous n'avons eu que des monarques ou alors des grands féodaux. Ou alors, moi, il m'est arrivé dans un papier de comparer Nicolas Sarkozy à Louis II de Bavière, l'architecture en moins. Mais voilà, mais vraiment avec quand même ce brin de dinguerie qui nous sidère et qui nous fascine. Et il n'y a pas ça mais il y a le sentiment d'être le meilleur. Ce sera le premier Jean-Marc Lèche. Le premier moi, je dirais plutôt un président de style scandinave. Disons un président Ikea. Attention, pas de marque sur les antennes. Pourquoi vous dites Pépé? On n'a pas entendu. Président pudique. Non, c'est quelqu'un qui n'acceptera jamais tout ce qui est bling bling, bloom bloom, machin. Tous ces trucs-là, il veut pas. Il veut pas de photos. Par exemple, débarrasser de ce genre de débat. Non, mais chacun avait un photographe attitré dans la campagne électorale. Élodie Grégoire pour Nicolas Sarkozy. Nicolas S. Et de l'autre côté, Stéphane Ruet pour
le candidat socialiste. Et chaque fois qu'il y avait des photos possibles à prendre avec Valérie Trierweiler qui tenait la main Pas facile à dire. de Hollande ou le bras, et à chaque fois, il essayait de se dégager. Non, c'est un vrai président pudique. Il est lié à ça pour sa vie, celui-là. C'est sûr. Gilles Vintrop. Sa pudeur extérieure, son souci de la réserve, de la discrétion, de la non-ostentation, très bien, ce sont que des qualités. Les Français ont assez dit qu'ils reprochaient à Nicolas Sarkozy d'en manquer. La question, est-ce que le politique qu'il est n'aura pas les mêmes pudeurs, auquel cas ne serait pas forcément opportune dans la période de crise que nous traversons? Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy, avec tous ses défauts, a été le plus audacieux des présidents français depuis De Gaulle ou à peu près. Par quoi? Par ça? On oublie quand même la période 81. Non mais audacieux, pourquoi? Alors, après, sans parler, j'adhère pas. Mais en 81, il y a eu beaucoup d'audace. Non mais audace pour Nicolas Sarkozy, c'est intéressant. En 80, dans ses réformes, dans ses choix c'était quoi l'audace de Nicolas Sarkozy, Gilles Vintrop? Dans ses réformes, absolument. C'est quand même le premier qui est essayé d'expliquer aux Français que le modèle social auquel nous sommes tant attachés ne pouvait pas se survivre à lui-même dans les mêmes conditions. Le premier... Est-ce qu'il a échoué finalement là, avec la boucle bouclée en tout cas, réponse dimanche soir. S'il est battu, forcément, il aura échoué personnellement. Sur ce discours. La France sortira de son quinquennat, quoi qu'il arrive, s'il se succède à lui-même ou pas, plus moderne qu'elle n'y est entrée sous Chirac. Fabius a tout dit. L'intérêt avec Fabius, c'est que c'est un vrai type qui légende les photos. Enfin, il sait faire ça. Donc, c'est même le seul truc qu'il sache faire. Il y a une époque où à Paris Match, par exemple, tous les gens qui sous-titraient les photos étaient agrégés. Des grands écrivains. Qu'est-ce qu'il a Je ne me classe pas dans cette catégorie-là, mais je débutais là et j'ai fréquenté de très grands écrivains. Oui, donc quand Fabius dit votre bilan, c'est votre boulet. En une phrase. Le débat d'hier, c'est exactement ça. Enfin, donc il n'y a pas. Maintenant, est-ce que Nicolas Sarkozy, à quel moment Sarkozy devient impopulaire? Mais c'est extrêmement simple. C'est quand il mélange quelque chose qui, chez les Français, fabrique une électricité non nucléaire. C'est-à-dire quand il dit dans la même conférence de presse, je ne peux pas vider des caisses qui sont déjà vides, et avec Carla, c'est du sérieux. Là, tout d'un coup, il y a un électrochoc dont il ne s'est jamais remis. L'impopularité de Nicolas Sarkozy commence en janvier. Pourquoi vous dites que c'est 2008. deux phrases contradictoires que finalement les Français ne peuvent pas assimiler en même temps, si je comprends bien votre analyse? Il a été élu sur une promesse de retrouver les 30 Glorieuses. Et finalement, il a lui-même trouvé la seule glorieuse, c'est-à-dire sa nouvelle compagne. Je vois le regard sceptique de Judith. Et j'ai un petit son à vous faire entendre. Je vais décrypter ou décoder le lèche tel qu'il le parle. Tant d'années de complicité. C'est un langage très particulier. Non, mais ça va. Les 30 glorieuses, ça veut dire de la croissance et du résultat économique. Oui, voilà. j'ai bien compris. Et donc, simplement, il me semble qu'on ne peut pas dire dans la même phrase ou presque, Nicolas Sarkozy s'est fait détester par son bling-bling, son style personnel, ses transgressions permanentes, son manquement à l'image que les Français attendent du chef de l'État, et puis donner une raison aussi sérieuse que vous. J'étais plutôt d'accord avec vous dans la première partie, c'est que, à mon avis, ça s'est joué le soir du Fouquet's. Premier soir, c'était fichu. Après, le reste, c'est de la politique. Non, vous savez, il y a une grande équipe de rugby qui joue au Sénégal, qui s'appelle S'en fout le score. Et elle perd tout le temps, évidemment, puisqu'elle s'en fout du score. Mais S'en fout le score, c'est intéressant parce que Sarkozy, pendant longtemps, a pensé qu'il pouvait s'en moquer du score. Parce qu'il pouvait se refaire. La première erreur qu'il a faite, le mot stratégie est utilisé. Plus ils sont mauvais à droite, plus le mot stratégie est dans votre journal. Mais c'est quand même assez rigolo, quand même. C'est la soirée. C'est pas exactement le journal de Gilles Vintrop. Il travaille. Si. C'est le vôtre. Je suis prête à assumer tout ce qu'on veut. Mais c'est clair que Sarkozy a eu tort de sous-estimer le niveau de François Hollande dès le début. Et il s'en est parmi, y compris hier, y compris dans le débat hier. Un dernier mot, parce que j'ai un petit extrait à vous faire entendre. Allez-y, pareil, il faut choisir son explication. Le rejet de Sarkozy est la principale dynamique
qui a joué dans cette élection. Oui, c'est pas, Je c'est pas la réussite de François vais pas Hollande. faire du Pasqua et dire on aurait présenté une chèvre, elle aurait gagné, mais c'est quand même Non. tout comme. C'est sévère, ça? Non, quand même pas. Non, je pense que... C'est pas François Hollande qui a fait une belle campagne, c'est finalement... Non, mais... Pasqua disait une chèvre. Allez-y. François Hollande, de manière stratégique, pensait que le rejet de Nicolas Sarkozy pouvait le porter. Mais il pensait que lui seul pouvait le gagner, profiter de ce rejet, et pas les autres. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de gagner. De gagner dans la primaire, je veux dire. Et il y a effectivement le coup de mais il théâtre, avait entre guillemets, mais il avait la conviction, je vous assure, j'en ai beaucoup parlé avec habité lui, je voyais, profondément par... il était habité par la certitude qu'il battrait Strauss-Kahn. Et on a quand même oublié une chose. C'est que juste avant l'accident industriel du 14 mai 2011, il y a moins d'un an, François Hollande était revenu dans les sondages sur la primaire exactement à la hauteur de Dominique Strauss-Kahn. Et j'en ai un témoignage direct parce que j'avais participé à un déjeuner fin avril. Il avait fait une petite tournée parisienne et j'étais convié à ce déjeuner par mes amis du journal Marianne, Maurice Safran notamment. D'un déjeuner avec Dominique Voilà, Strauss-Kahn. 29 avril 2000. Et tout d'un coup, oui, je les ai racontés après dans Marianne. J'ai raconté, mais tout d'un coup, au milieu du déjeuner, sur une question de Jacques Julliard qui lui dit, un peu comme ça, et François Hollande, tout d'un coup, le personnage change et on sent que ça devient une préoccupation. Il dit, en tendant le doigt, il dit François Hollande, je l'aime bien, j'ai jamais eu de problème avec lui. Mais il faut qu'il sache une chose. S'il est encore candidat le 15 juillet, qui était le jour pour déposer les finales, hein, le dernier jour pour le dépôt des primaires, s'il est encore candidat le 15 juillet, sa vie s'arrête. Il a 57 ans. Il n'aura plus jamais rien dans l'existence. Moi, je n'ai jamais vu d'ailleurs autant de violence dans une phrase politique. On sait que la politique, c'est assez violent, mais là, c'était assez sidérant, je dois dire. Et ça traduisait son inquiétude. Je ferme cette parenthèse passionnante parce qu'évidemment, c'est important de remettre en perspective ce qui se passe ce soir avec la campagne qu'il mène depuis un an. Il y a un autre sujet, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, c'est l'immigration, qui est un sujet évidemment qui a animé une partie du débat hier, du débat télévisé. Et François Hollande est revenu longuement sur cette question, puis vous avez pu l'entendre en direct sur notre chaîne. Nicolas Sarkozy, à Toulon, a aujourd'hui longuement parlé de l'immigration, en tout cas du regard qu'il portait sur les immigrés. Écoutez ce que dit François Hollande, c'était il y a quelques minutes, place du Capitole, sous le soleil. Regardez. Les arguments de la peur, vous les avez entendus hier prononcés. Utiliser l'immigration, l'étranger, pour faire croire aux Français qu'ils seraient menacés dans leur identité, dans leur mode de vie, dans leur emploi. Eh bien non, nous refusons de mettre l'immigré, l'étranger au cœur de cette campagne. Alors, Denis Jeanbart, qui continue d'ailleurs à débattre pendant que les extraits de François Hollande, et qui est un sujet sérieux d'abord parce que c'est pas un sujet drôle du tout. Je voulais soumettre à ceux qui nous regardent parce qu'on est en direct sur la chaîne parlementaire et je vous le livre à chaud, le sondage Harris Interactive. Intention de vote pour le second tour de l'élection présidentielle de 2012. Je ne sais pas si la petite animation est chargée dans l'ordinateur, mais en tout cas, je peux vous le livrer à chaud. Voilà, 53% pour François Hollande qui perd 2 points dans ce sondage et Nicolas Sarkozy est à 47%, qui prend 2 points, donc il progresse et donc ce qui prouve qu'il fait une campagne agressive et dynamique. Il a été réalisé quand ? Il était réalisé dans la journée, là, pour Harris Interactive. Celui d'avant qui est intéressant, qu'il soit réalisé dans la journée, c'est normal. Ah, le sondeur. La comparaison moins 2 plus 2, c'est une semaine avant, donc bon, d'accord. D'accord quoi ? Parce que vous avez annoncé il y a déjà un an, j'ai lu dans une petite brève que vous disiez globalement François Hollande a gagné. J'avais lu ça il y a très longtemps. Et vous étiez comme ça une prophétie. Vous aviez déjà annoncé il y a un an, je crois, dans les colonnes de petites entrefilées de Marianne. Je ne me dément jamais. Non, et Denis Jeanbart ici en septembre 2010. Vous dites quoi ? Vous dites que c'est plié avec ce sondage ou il y a encore un espoir pour Nicolas Sarkozy ? Il est certain que Nicolas Sarkozy devait gagner le débat pour resserrer les courbes. Hier, c'est assez rigolo parce que il a fonctionné dans toute la journée un faux sondage Ipsos qui disait que c'était resserré à 51,5. Un faux sondage Ipsos. Oui. Qui a été démenti vers 18 qu'on a démenti, oui. Et Nicolas Sarkozy est arrivé sur le plateau de la télévision là pour son débat en disant « Ah,
j'ai un truc 51,5. Bon, et on lui a dit non, c'est pas ça, c'est faux. C'est faux. Ben, évidemment, Donc c'était un faux sondage. Ben oui. C'est incroyable ça. Non, mais les faux sondages. Mais dans une période électorale aujourd'hui, les faux sondages, c'est comme les reliques de la croix du Christ au Moyen-Âge qui arrivaient par bateau entier à Marseille. Décidément, Donc il faut s'habituer à ça. beaucoup de religion ce soir, Non, mais sans aucune difficulté. Donc là, les données de Harris Interactive sont très proches de ce qu'on va trouver dans la soirée demain. Il y aura une demi-douzaine d'enquêtes demain matin. Qui donne ça aussi dans son Donc sondage. il y a une grosse tendance lourde. Hein. Juste, il y a le sondage, il y a cette tendance lourde qui donne plutôt François Hollande gagnant, et il faut attendre évidemment les électeurs. Non, mais tout en gardant évidemment la prudence nécessaire. Une question de fond, quand même. On a vu ce son de François Hollande, cet extrait de François Hollande sur l'immigration. On a entendu le discours de Nicolas Sarkozy parler de la manière dont il fallait gérer les flux migratoires. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? On parlait de stratégie finalement. Est-ce que Nicolas Sarkozy s'est pas trompé de stratégie finalement en traitant aussi durement ces questions d'immigration? Est-ce qu'il a fait de bons choix? En tout cas, la toute petite évolution qu'on voit dans les sondages depuis une semaine, c'est qu'il grignote un peu de report de voix du FN. C'est un peu meilleur que ça n'était. Ça n'excède jamais 50. Hein. Oui. Enfin, pour gagner, the winner is, il faut 70. Je sais, mais n'empêche que il progresse plutôt. Non, il progresse. Et qu'il ne recule pas dans l'électorat. On peut poser des trucs ce soir, il progresse. Voilà, qui ne prêtent pas forcément à polémique. Non voilà. Donc ça veut dire que, en tout cas, voilà ce que produit cette stratégie, cette façon de mettre l'immigration et l'identité, puisque les deux, dans son discours, sont liés au cœur de sa campagne. Ce qui m'a frappé dans le meeting de François Hollande, c'est un revirement assez net par rapport au discours qu'il a tenu hier soir dans le débat sur la laïcité. Je n'avais jamais entendu François Hollande expliquer, tout en disant pourquoi il n'avait pas participé au vote de la loi interdisant la burqa. La loi interdisant la burqa sera strictement respectée. Et nous avons voté la résolution. Il y a un débat entre loi et résolution. Ça, vous savez, mais c'est technique. Je ne l'avais jamais entendu dire, moi, président de la République, il n'y aura pas d'horaire réservé pour les femmes à la piscine. Il a... Ça, il l'avait déjà. Il n'a jamais fait dans son ensemble et avec la burqa. Quant à la cerise sur le gâteau, si je n'obtiens pas la majorité des 3/5 au Parlement pour faire adopter le vote des étrangers extra-communautaires aux élections municipales, c'est le peuple français qui tranchera sur le référendum. C'est formidable parce que ça le délivre d'appliquer un engagement dont on sait, si je peux finir ma phrase, que pour l'instant, une majorité des Français y est aussi. Non, 62% des Français dans un sondage PVA pour Canal+, ont dit que les Français étaient d'accord. Un sondage. Il y en a eu beaucoup d'autres qui n'ont pas tous été diffusés. En tout cas, le 62, je peux l'assurer au sens de la société de réassurance. Alexandre, un petit mot parce que je voulais vous entendre. Vous avez participé à notre soirée et je vous remercie de votre fidélité parce que vous êtes resté avec nous en direct. Un petit mot sur ce meeting de François Hollande. Il y a deux choses. La première que j'ai remarqué entre un discours et l'autre, c'est que François Hollande a insisté sur l'Europe. Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait du tout, alors que c'est lui qui a fait du non au référendum un oui. Et la seconde chose par rapport au discours, c'est que on avait un discours de Nicolas Sarkozy qui était complètement sur la peur et le repli de soi, et un discours qui était dans la lumière, l'espoir, l'ouverture, celui de François Hollande. J'ai été convaincu, il m'a bien plu. Et finalement, oui, parce que vous étiez hésitant au début de l'émission. Tout à l'heure, vous étiez hésitant. Eh bien, écoutez, franchement, à avoir regardé Nicolas Sarkozy, qui vraiment m'a amené dans un obscurantisme en ce début de soirée, et à la fin de la soirée, j'étais dans la lumière. Jean-Marc Lèche, un dernier mot. Ce que dit votre locuteur est assez rigolo. On sait que les sondages ont des effets simples. L'un s'appelle le bandwagon, c'est-à-dire on va voler au secours de la victoire. Ce que, visiblement, monsieur est dans le bandwagon. L'autre système, c'est le underdog, sous le chien, c'est-à-dire on va aider celui qui perd. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne bénéficie pas de l'effet underdog et subit l'effet bandwagon. C'est passionnant. C'est simple la vie sociologique. Jean-Marc Lèche, est-ce qu'on peut parler ensemble des tweetos? Vous allez voir, c'est intéressant parce que, évidemment, Valérie Brochard est avec nous. Pour chaque émission en direct, elle nous éclaire un peu sur la vie des tweets sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé sur la toile, Valérie, ce soir? Il s'est passé des choses ou pas? Ah oui, beaucoup. Oui. Enfin, en tout cas, l'actu, là, tout de suite maintenant, et qui enflamme Twitter, c'est évidemment l'annonce de François Bayrou
le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. Une phrase tweetée déjà des centaines de fois en l'espace d'une heure et demie. Et puis j'ai également relevé ce jeu de mots d'un certain Ornicard. Bayrou m'a tué, ER, signé Nicolas Sarkozy. Ouais, en référence évidemment à ce terrible fait Voilà, divers. c'est tweet again. Mais c'est tweet again, exactement. Tweet again. Ce soir, il y a de la formule à garder. Ah oui. Je pense que ça tweet. J'en ai pas mal aussi. Valérie, on a vu les deux meetings. Moi, je vais faire une formule parce que moi aussi j'ai le droit à mes petites formules. Est-ce que les tweetos sont ramolos? Vous avez raison. Les deux meetings des candidats ont quand même été suivis par les plus fidèles des tweetos, avec un petit peu plus tôt dans la journée. Ces premières images, on va les voir, de l'installation du meeting de François Hollande, place du Capitole, accompagné de cette légende. Concert de Madonna au Capitole. Ah non, juste un meeting de François Hollande. Et puis du côté de Toulon, il y avait Frédéric, posté devant le Zénith, et qui nous a transmis cette photo des premiers arrivants au dernier grand meeting de Nicolas Sarkozy. Alors, comme d'habitude, pas mal de tweets et de retweets, surtout pour reprendre, comme à l'habitude, les propos des candidats. Mais Arnaud, en toute honnêteté, aujourd'hui, les tweetos sont fatigués. Vous l'avez dit, ramolos, épuisés, éreintés. Les doigts en feu. Exactement. Tweeté hier Pourquoi soir. Vous venez de le dire, parce qu'hier soir, ils étaient, tenez-vous bien, 90 000 devant leur ordinateur lui-même, posté devant la télévision branchée sur le débat de l'entre-deux tours. Rendez-vous compte, 500 000 tweets échangés durant le débat avec une moyenne de 1500 tweets à la minute. Alors évidemment, les commentaires ont fusé dans tous les sens. Quelques minutes avant de rentrer dans l'arène, François Hollande lançait sur son compte officiel: je ne vais pas convaincre Nicolas Sarkozy. Mon devoir est de convaincre les Français. Et Tristan nous révélait d'ailleurs l'horoscope du candidat socialiste. Ah oui, carrière, oui. osez passer à l'action. Votre confiance en l'avenir est gage de réussite. Et puis, pendant le débat, les politiques, évidemment, tweet aussi, tous bords confondus, se sont retrouvés virtuellement derrière le hashtag dièse débat. Alors, dans les deux camps, évidemment, chacun voit midi à son tweet. Et la première à dégainer, c'est NKM. François Hollande raconte des balivernes. J'ai dit que Fessenheim devrait fermer si l'ASN le demandait, et l'ASN le demande pas. Éric Besson d'enfoncer le clou. Je n'ai toujours pas compris comment on ramène à 50% la part du nucléaire en 2025 en ne fermant que Fessenheim. Et puis Guillaume Pelletier, complètement fan. En termes d'incarnation présidentielle, de stature, de crédibilité et d'étoffe, Nicolas Sarkozy est nettement au-dessus. Dans le camp socialiste... Un dernier tweet. Oui, alors dans le camp socialiste, on est un petit peu plus taquin. François Hollande a toujours le premier et le dernier mot. Il sait où il va. Nicolas Sarkozy a perdu le fil. S'il en a un, c'était signé Pierre Moscovici. Et puis cette référence historique, Nicolas Sarkozy est sur le champ de bataille de Waterloo. Il ne s'en rend pas compte encore. Alors, signé Arnaud Montebourg. Valérie, on termine par les photos rapidement. Bien sûr. J'ai tellement de choses sur la toile, je veux les entendre avant de nous quitter. J'ai quelques petites photos parce que vous le savez, il y a les 140 signes et puis il y a aussi les clichés. Alors on va regarder quelques-uns en vrac. Hollande et Sarkozy en plein match de ping-pong. Voilà, ça c'était le premier. Détourné, on est et évidemment, les mêmes à l'épreuve du compte est bon dans l'émission des chiffres et des lettres. Et puis ici, François Hollande en guerrier du célèbre manga Dragon Ball Z. Là, Nicolas Sarkozy qui offre un Kinder Surprise à son ami François. Et puis là, le combat symbolisé par la lutte entre les forces du bien et du mal dans la guerre des étoiles. Et puis on avait aussi, juste pour terminer, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu les deux journalistes qui présentaient quand même ce grand débat. Exactement, qu'on n'a pas beaucoup entendu, si bien qu'il y a une alerte enlèvement a été postée sur Twitter par les tweetos, voilà. Vous la découvrez. C'est un vrai tweetos. C'est un vrai tweetos. Voilà, une alerte enlèvement qui est aujourd'hui sur Facebook, ça a été passé en boucle toute la journée. Et puis impuissant face à la joute verbale des deux candidats, Laurence Ferrari et David Pujadas, ont peut-être dû s'ennuyer. Alors les tweetos leur ont trouvé des occupations pour passer le temps, comme, pourquoi pas, faire la cuisine avec un petit peu de farine et puis la marque de flan préférée de François Hollande. Enfin bref, cumulé depuis le début de la campagne. Ils sont moins bien habillés que dans Masterchef. Ah oui, moins bien, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi ils s'étaient habillés en borgnole tous les deux. Ils reste une photo ou pas tous les deux dans un système où la télévision était sans couleur. Ah, c'est vrai, en noir et blanc. En noir et blanc. Tout à fait, comme moi ce soir. Comme dans un film d'Éric Rohmer d'il y a très longtemps. Enfin, c'est très étrange quand même, cette scénographie. Un dernier mot, Valérie. Mais je voulais simplement vous dire que depuis le début de la campagne, en fait, il y a des centaines et des centaines de milliers de tweets qui sont cumulés. Et depuis ce début de campagne présidentielle, finalement, le grand vainqueur, c'est peut-être Twitter. Twitter, il se passe plein de choses, ça vous impressionne? Juste pour conclure, parce qu'évidemment, on a vu le sondage, on a décrypté les deux meetings. Vous ne tweetez pas? J'adore écouter. Judith, vous... Ce qui est très intéressant, c'est que Twitter, bon, comme ça c'est amusant, mais en plus, ça impacte l'actualité. L'histoire en train de se faire se change au fur et à mesure qu'on tweete, que les politiques
participent au jeu. Et c'est le seul exemple, je crois, de médias dont l'effet soit aussi instantané sur l'histoire qu'ils racontent. Merci à vous trois d'avoir partagé un dernier mot. Il faut qu'ils prennent des trites. Bien sûr, des trites. Voilà, dites donc, ce soir vous étiez en forme, Jean-Marc Lèche. Effectivement, on sent que vous êtes un sondeur, ils ne font pas des sondages publicitaires pour les hommes politiques. Jean-Marc Lèche était sponsorisé ce soir. Merci Jean-Marc Lèche. Le métier de sociologue commerçant est un métier remarquablement sérieux. J'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau. Je remercie Denis Jambard, je remercie Judith Vintraube. Un documentaire qui va sortir si François Hollande est élu président de la République lundi, probablement à découvrir. Donc c'est sûr. À découvrir peut-être si François Hollande est élu. Merci Judith Vintraube pour le Figaro, merci Jean-Marc Lèche, merci Denis Jambard, merci Alexandre qui nous a suivis, qui a hésité, qui a réagi en direct, vraiment sincèrement merci à Valérie Brochard évidemment, et puis merci à tous ceux qui nous ont regardés, vous étiez en direct et vous avez partagé avec nous cette grande soirée politique sur la chaîne parlementaire, et puis restez avec nous pour la suite des programmes bien entendu.